Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série d'Halloween. Et comme vous l'avez vu au titre, je vais vous parler ce soir de l'unité 731. Créée entre 1932 et 1933 par un arrêté impérial, il s'agit d'une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise. Officiellement, cette unité a été créée pour se consacrer à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau, afin que, malgré tout, le Japon c'est quand même un pays avec énormément d'habitants et beaucoup d'entre eux souffrent de pauvreté, vivre dans la pauvreté. Donc le but c'était vraiment de pouvoir parer les potentielles maladies qui rendraient malades les habitants, donc à travers l'eau ou même à travers l'air qui se répandent à travers l'air, pour éviter que de nombreux foyers soient malades mais dans l'incapacité d'accéder aux soins, ou tout simplement qu'il y ait vraiment une vague malheureusement de décès, comme ça a pu l'être par exemple durant le Covid-19. Donc sur le papier, cette armée, cette unité en quelque sorte, était censée faire des études afin d'améliorer la qualité de vie des Japonais. Vous vous en doutez, il y a un mais. Et ce mais, c'est que en réalité, cette unité effectuait des expérimentations, oui, sur des humains, comme la vivisection sans anesthésie, ou encore des recherches de maladies comme la peste, le typhus ou le choléra. Le but étant de pouvoir contrôler les maladies au point de pouvoir les utiliser comme armes bactériologiques. Voilà. Au total, et encore le chiffre n'est pas réellement fixe, ces expérimentations auraient fait entre 300 à 400 000 victimes. L'unité 731 est reconnue comme responsable de crimes de guerre, bien évidemment, et crimes contre l'humanité. L'État japonais, donc, qui a été mis sur le fait accompli en quelque sorte, quand toute cette affaire a explosé, forcément les autres pays ont posé des questions, parce que chaque pays est différent, mais en général on respecte l'être humain, quoi. En général, je dis bien. Et après de nombreuses enquêtes et après avoir été mis au pied du mur en quelque sorte, l'État japonais finit par reconnaître l'existence de cette unité uniquement en 2002, soit 70 ans après sa création et bien des années après son démantèlement. Shiro Ishii, alors je suis désolée si je prononce mal les prénoms et les noms, vraiment sincèrement désolée, j'espère ne blesser personne, mais donc ce monsieur a été nommé dirigeant de cette unité. On estime que lui ainsi que son équipe auraient commencé les expériences humaines début 1932, soit dès la création de l'unité, parce qu'on aurait pu penser que l'unité était à la base créée donc pour éviter les épidémies, les pandémies et nettoyer l'eau finalement. Et plus tard, par exemple durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit devenu une unité qui faisait des expériences sur les humains, mais pas du tout. Dès le début, en fait, c'était décidé finalement que cette unité souillerait les droits humains pour faire des expériences. Dans un premier temps, il s'agissait de prisonniers condamnés à mort ou de résistants capturés par la, et encore je suis désolée, Kenpeitai, la police militaire
et se seraient condamnés finalement. À l'époque, c'était ok de se servir de prisonniers condamnés à mort ou de prisonniers politiques finalement pour faire ces expériences. Enfin, c'était ok. Non, mais oui, un peu quand même quoi. Cependant, à court d'humains, Shiro a très vite commencé à utiliser des soldats chinois, russes communistes détenus dans le pays, des intellectuels également, des ouvriers coupables d'agitation ou simplement des individus soupçonnés de déloyauté. Donc il a vraiment élargi ses critères finalement pour avoir le plus de sujets tests possible. Et vous allez voir, c'est pas très joli. À compter de 1936, avec la création de l'unité 731, donc les expérimentations s'étendirent aux femmes et aux enfants, puis aux prisonniers de guerre américains. Les cobayes étaient appelés des Maruta ou Maruta, je ne sais pas du tout comment le prononcer, ce qui en japonais signifie bio, bûche ou bille de bois. Les paysans locaux du coup, parce que cette unité était construite certes dans un coin un peu éloigné des villes, mais il y avait quand même des villages autour, et les paysans locaux pensaient que le bâtiment renfermait une gigantesque scierie, et donc tous les cobayes pour les paysans étaient du bois. Bah oui, quand ils croisaient des personnes dans la rue qui travaillaient sur ces expériences et qui disaient « Ah bah aujourd'hui on s'est occupé de 10 marutas, on a coupé 10 marutas, disons », les paysans comprenaient, bah on a coupé 10 bûches, enfin voilà, qu'on s'occupait de 10 bûches, sauf que non, ils parlaient d'êtres humains, c'était un nom de code, je dois l'admettre, assez bien trouvé, désolée de le dire mais c'est vrai, parce que les personnes vivant aux alentours ou proches de l'unité n'ont jamais rien soupçonné, jamais. Lorsque les cobayes arrivent sur place, on leur attribue un numéro. Ça rappelle vaguement quelque chose, n'est-ce pas? Et ils n'étaient plus considérés comme des êtres humains à partir de ce moment-là. Leur prénom n'était plus jamais prononcé, ils avaient interdiction de se présenter aux autres cobayes avec leur prénom, ils devaient se présenter avec leur numéro. Voilà, la plupart des cobayes avaient entre 20 et 40 ans. Encore une fois, c'est une information à prendre avec des pincettes, puisque même si on a jugé qu'ils avaient fait entre 300 à 400 000 victimes, il y a encore pas mal de zones d'ombre sur cette unité 731, puisque vous verrez plus tard, on a perdu énormément de documents et même ils ne gardaient pas les pièces d'identité des cobayes qu'ils utilisaient, donc ça pourrait être plus, et vis-à-vis des âges, ça pourrait être également beaucoup plus jeune que 20 ans. Entre 1933 et 1934, Shiro effectue des expériences sur le choléra et la peste en se servant de prisonniers. Déjà en 1935, des films étaient réalisés pour montrer le déroulé de l'expérience. Un total de 3000 personnes ont été sacrifiées rien que pour son étude sur le choléra. C'est énorme. Par un Judas sur la porte d'acier de leur cellule, les gardiens vérifiaient l'état des marutas et prenaient note. Celui de la cellule tend à développer ce symptôme-là, celui de la cellule tend à dormir tant d'heures, pour vraiment, comme il avait quand même désolé de le dire, un large panel finalement pour tester ces expériences, ça lui permettait de pouvoir dire plus on est proche de la vingtaine, plus le choléra se développe. De cette façon-là, à partir de 30 ans, on a ces symptômes-là qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas sur les personnes de 20 ans. Enfin, vous voyez ce genre de truc quoi. Il voyait les membres des prisonniers pourrir, des bouts d'os qui pointaient hors de la chair nécrosée finalement. Certains prisonniers transpiraient, se tordaient de douleur et gémissaient. D'autres avaient le corps gonflé, alors que d'autres prisonniers étaient squelettiques. Quand les détenus survivaient à une expérience, ne pensez pas qu'on les libérait dans la nature, non, parce qu'ils auraient pu parler
bien évidemment. Ils étaient juste soumis à une autre expérience jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc il y avait vraiment zéro possibilité de dire ok, on m'a torturé pendant tant de temps, maintenant je rentre chez moi. Non, le but des cobayes finalement, c'était d'être usés jusqu'à l'os, jusqu'au décès finalement. Je pense qu'on peut donc parler de torture. On comptait à peu près 2 à 3 morts par jour. L'unité se livrait à des vivisections de détenus. Alors ça par contre je vous laisserai regarder. Enfin, je vous conseille pas de regarder ce que c'est la vivisection. Mais je sais que si je vous décris ça sur YouTube c'est mort. Voilà. Je vais sévèrement me faire gronder. Donc voilà. Certains détenus étaient bouillis à vif, d'autres brûlés au lance-flammes. Bah oui, donc là vraiment on sort du concept de on teste des maladies. Non, non, là vraiment on torture les gens, tout simplement. D'autres étaient congelés, d'autres ont subi des transfusions de sang de cheval ou même d'eau de mer. Voilà. Certains ont été électrocutés, d'autres tués dans des centrifugeuses géantes ou soumis à une exposition aux rayons X. On compte aussi certains prisonniers ayant été déshydratés au plus haut point. En d'autres termes, en fait, ils ont été momifiés vivants. Voilà. Certaines sources font état de plus de 10 000 hommes, femmes et enfants morts dans les laboratoires de l'unité. Selon les recherches effectuées en 2002, à partir du moment où le Japon a dit en fait oui ça existait vraiment ce truc quoi. Le nombre de morts, de personnes mortes suite aux expérimentations et à l'usage d'armes bactériologiques par l'armée impériale japonaise, donc entre 300 à 400 000, mais les scientifiques tablent plus sur les 580 000 quoi. C'est-à-dire qu'entre les personnes qui ont été prisonniers sur place et qu'on a tué plus, il y a eu des résultats quand même. Parlons-en. Toutes ces expériences, même s'il y en a beaucoup, c'était plus de la torture. Il y a eu des résultats. Et ces résultats, ils les ont mis à l'œuvre. Et ils ont créé des armes bactériologiques. Et puis au bout d'un moment, il a fallu les tester pour être sûr que ça fonctionne. Et bien tout ça regroupé plus d'un demi-million de personnes. Fantastique. Si seulement c'était tout, déjà c'est beaucoup. Mais lors des recherches effectuées, on a pu prouver que certaines prisonnières détenues dans l'unité 731 subissaient des grossesses forcées à des fins purement d'expérimentation. Les tortionnaires menaient des expériences sur la transmission des maladies de la mère au bébé, notamment la syphilis. Même si de nombreux bébés sont nés en captivité, il n'existe aucun cas documenté de survivants de l'unité 731, y compris parmi les enfants. Donc au choix, où les bébés sont nés avec de graves maladies et n'ont pas survécu longtemps, ou alors ce sont des bébés qui malgré tout étaient nés en bonne santé, sur lesquels on a testé des maladies, bien évidemment, et s'ils avaient la chance en fait d'attendre ne serait-ce que l'âge de 5 ans, et bah c'était la même chose que les adultes. On testait encore et encore jusqu'à ce que la personne, le bébé décède, l'enfant décède. C'était le but, c'était d'épuiser le corps et de vraiment aller au-delà de la limite du supportable. Et puis s'il y avait un décès par la suite, c'est pas grave. Il y avait d'autres bébés, il y avait d'autres femmes, il y avait d'autres hommes, il y avait d'autres enfants. Voilà. Il est probable donc que ces bébés aient été malheureusement tués à la naissance ou qu'on leur ait permis de vivre, donc, mais juste pour que ce soit des rats de laboratoire et malheureusement qui finissent par périr du nombre d'injections de maladies qu'on leur a faites.
vous en doutez bien, au bout d'un moment, le pot de rose, quoi. Voilà. Hein, y a un truc qui a fuité, on s'est rendu compte de la supercherie. Et les 9 et 10 août 1945, donc l'année de la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion des Mandchouries et de la Corée par l'armée soviétique, l'armée japonaise a pris peur et son commandant Yamada a ordonné la fermeture du centre. Après tout ce qui s'était passé, et surtout qu'ils avaient les Américains au fessin, Pearl Harbor, on s'en souvient, ils savaient en fait que si quelqu'un mettait le nez dans ça et découvrait le centre, les répercussions allaient être encore plus dramatiques et que probablement ils auraient pu être accusés de crimes de guerre. À partir du moment où la fermeture du centre était ordonnée, tous les Marutas ont été tués et 600 travailleurs chinois locaux ont été exécutés à la mitrailleuse parce que potentiellement ils auraient pu parler. Et oui, genre c'est quoi ce bâtiment? Une scierie, c'est bizarre, on va aller voir par nous-mêmes. Vous êtes sûr, il y a des scientifiques, il n'y a pas de scientifiques dans une série. Vous voyez ce genre de problème. Donc 600 travailleurs chinois ont été exécutés. Shiro a reçu l'ordre de détruire le bâtiment avant que l'armée soviétique n'arrive. Une brigade de sapeurs a donc fait sauter le quartier général, d'où le fait qu'il manque énormément de documents. Ils ont tout simplement détruit toutes les preuves. Voilà. Après avoir effacé les preuves, de ce qui s'est passé, le personnel a été évacué en Corée, au sud de Séoul. Chacun avait reçu une dose de poison afin de pouvoir se suicider en cas de capture par les soviétiques. Une épidémie de peste a suivi leur départ, faisant 20 000 morts chinois. Au total, 400 000 personnes ont été tuées en raison de germes libérés dans l'air lors de l'explosion de l'unité 731. Bah oui, hein. Bah oui. Mais l'armée soviétique a réussi, je ne sais pas comment, à mettre la main sur les plans de construction du bâtiment. Et il s'est rendu compte qu'il y a plein d'unités similaires à celles de Shiro qui avaient vu le jour en URSS dans les années 1950. Donc là tu te poses la question, tu te dis attends, comment c'est possible? Ils viennent dans un pays, ils découvrent l'unité 731 explosée quoi. Ils arrivent à mettre la main sur les plans du bâtiment. Quand ils le regardent, ils se disent on en a des comme ça chez nous en fait. Ça a pris un peu de temps mais ils ont réussi à remonter la piste et à trouver certains participants aux expériences de l'unité 731. Donc une fois que la Seconde Guerre mondiale a vraiment été mise de côté en quelque sorte et que tout a été à peu près remis dans l'ordre, certains membres de l'unité 731 qui s'étaient fait choper n'ont pas voulu s'empoisonner comme on leur avait ordonné, mais au contraire ont négocié avec les autorités américaines afin d'éviter des poursuites en échange de toutes les informations et les résultats qu'ils possédaient, qu'ils ont en fait tout simplement pris avec eux lors de leur visite. Les USA ont accepté et ont reçu l'ensemble des tests de la part de Shiro lui-même parce que il avait emporté tout ça dans la fuite quoi. Donc lui-même en fait on a envie de s'arracher les cheveux vraiment. Et comme il a collaboré, on lui a offert une totale impunité sur tout ce qu'il avait fait. Non monsieur, je suis pas d'accord. Bon, ils se sont rattrapés parce qu'il y a certains membres de l'unité qui ont été condamnés par les soviétiques lors d'un procès tenu en 1949. Les participants à toutes ces expériences ont été sommés d'occulter toute mention
concernant l'unité et les connaissances expérimentales acquises lors des expériences. En fait, l'État japonais les a invités à l'oubli. Alors je sais que c'est un peu bizarre comme terme, mais c'est quelque chose qui a été utilisé beaucoup et c'est quelque chose qui, comment dire, surtout à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et quand on a découvert tout ce qui s'était passé en Allemagne, les camps de concentration, etc., il a été, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Il y a eu un commun accord qui a été fait entre tous les pays qui étaient contre l'Allemagne, bien évidemment, de ne pas en fait inviter le peuple à oublier. Il y a bien sûr certaines choses qui ont été passées sous silence, non pas pour mettre le peuple dans, vous savez, dans l'incertitude ou de cacher quelque chose au peuple, mais parce que c'était beaucoup trop dur. Voilà, c'était trop dur. Mais les différents présidents, têtes de gouvernement des différents pays ont mis un point d'honneur à ce que ce ne soit jamais oublié. D'où le fait que aujourd'hui encore on parle de cette guerre parce que Tunnel a eu une importance énorme dans la construction de l'Union européenne, dans les relations entre les différents pays, parce qu'il y a encore des familles aujourd'hui de victimes de la Shoah par exemple qui sont encore en vie aujourd'hui, des personnes qui ont été emmenées dans des camps de concentration qui sont encore en vie aujourd'hui, des soldats qui se sont battus durant cette guerre, enfin voilà. Mais il a été décidé qu'il n'y aurait jamais d'oubli, d'invitation à l'oubli vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale. Il faut que les générations suivantes sachent ce qui s'est passé et comprennent à quel point ça a été un tournant en fait dans notre civilisation actuelle finalement. Sauf que l'État japonais dit non, on disait comme si, on faisait comme si ça s'était jamais passé, d'accord? On disait que ça s'était jamais passé, voilà, l'État japonais. Et du coup, l'opinion publique n'en a jamais rien su. Bah oui. Mais il aura fallu attendre quelques années. En 1981, l'existence de l'unité 731 a été rendue publique par la publication d'un rapport scientifique suivi d'un best-seller intitulé La coifferie du diable par, et je vais encore écorcher le prénom et le nom, je suis désolée, Seiji Morimura. En juillet 1989, des os humains ont été retrouvés sur des fouilles sur le site où se trouvait l'unité 731. En 92, le verdict tombe. Il s'agirait de restes appartenant à 62 personnes différentes ayant subi des opérations chirurgicales, notamment au cerveau. En 1997 et 1999, 180 Chinois et Coréens demandent réparation à la justice japonaise. 10 millions de yens sera versés par personne et ils recevront des excuses du gouvernement. Alors, sachant que tous les prisonniers qui ont subi des expériences ont été malheureusement tués avant l'explosion de l'unité, je pense qu'il s'agit là de familles, des personnes qui ont été utilisées comme cobayes, quoi. En 1997, Yoshio Shinozuka, je suis désolée, un soldat japonais ayant travaillé dans l'unité 731 témoigne. J'étais membre de l'unité 731 et j'ai fait ce qu'aucun être humain ne devrait jamais faire. C'est pour vous dire la gravité, quoi. Il a souhaité prendre la parole en 1998 pour prononcer un discours de la paix aux États-Unis, mais il s'est un peu vu refuser l'entrée au pays car il était considéré comme un criminel de guerre. Après de nombreuses années de recherche, des dossiers comme ça créés le 27 août 2002, l'État japonais reconnaît l'existence de cette unité et son activité, mais dédouane le gouvernement de
future compensation. Donc en gros c'est... alors d'un côté je comprends, d'un côté pense que c'est dur pour les familles, mais le gouvernement en place en 2002 n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé en 1932. Probablement il y en a certains qui n'étaient même pas nés à ce moment-là, donc c'est ok. Avec tout ce que vous nous avez apporté comme preuve, les documents qu'on a pu nous aussi trouver de notre côté, on reconnaît l'existence de cette unité et on reconnaît toutes les horreurs qui ont été faites. Par contre, ne vous en prenez pas au gouvernement en place à ce jour. Ils y sont pour rien, donc ce gouvernement-là offrira pas de compensation aux victimes ou aux familles des victimes. Sachez qu'on reconnaît ce qui s'est passé, on en est désolé que nos prédécesseurs aient accepté ça, mais nous on vous donnera rien parce que c'est pas notre faute. Donc d'un côté je peux comprendre, mais d'un autre côté je pense que ok, on reconnaît ce qui s'est passé, c'est sûrement pas suffisant pour les familles finalement des victimes. Le jugement a été confirmé en 2005 par la Haute Cour. C'est la Haute Cour. Le Japon a également reconnu l'utilisation d'armes chimiques lors de la Seconde Guerre mondiale. En 2007, Ken Yuasan, médecin ayant pratiqué des vivisections entre 1942 et 1945, témoigne: j'avais peur lors de ma première vivisection, mais la deuxième fois c'était beaucoup plus facile. À la troisième reprise, j'étais prêt et je le faisais de bon cœur. En 2018, donc assez récemment, on a annoncé que le service national des archives du Japon possédait une liste des membres de l'unité 731 avec le nom de 3607 personnes, dont 52 médecins militaires, 49 ingénieurs, 38 infirmières et 1117 auxiliaires. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tout ce beau monde qui s'est dit ok, je vais faire ça. Après bon, on va essayer de leur rendre justice. Je pense que quand ils se sont rendus compte réellement de ce qu'on leur demandait de faire, ils savaient très bien que s'ils voulaient partir, c'était foutu, ils allaient mourir. Donc on sait pas vraiment dire s'ils y sont allés de bon cœur. Bon, l'autre là, le médecin, visiblement oui, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont atteint leur limite du supportable, de ce qu'ils pouvaient faire supporter à d'autres personnes. Même si de base c'est dégueulasse, on s'entend, mais ils se sont retrouvés coincés parce que s'ils disaient bah je veux plus le faire, ils finissaient sous terre, je pense, parce que c'était un risque qu'ils aillent raconter à qui veut bien entendre ce qui se passait dans cette Syrie. En 2023, bien évidemment, l'unité 731 est encore sujet à débat et à controverse. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que la vérité soit exposée au beau jour, trait pour trait, pour que les citoyens soient au courant de ce qui s'est passé, un peu à l'instar de la Seconde Guerre mondiale finalement, et de ce qu'on fait, ce qu'a fait l'Allemagne, même si il y a beaucoup d'horreurs qui ont été un peu passées sous silence parce que ça pouvait choquer les plus impressionnables. Dans les grandes lignes et dans quelques détails assez pointilleux, on sait ce qui se passait là-bas. On sait, d'accord. Et c'est ce que veulent faire certains citoyens japonais aujourd'hui, c'est-à-dire ok, on va pas aller dans des détails crus, voilà, mais mettons-le dans les livres d'école. Il faut que nos nouvelles générations sachent que notre pays n'est pas parfait, qu'on a commis des erreurs, et qu'ils puissent tout simplement constater que aujourd'hui les choses ont changé, et qu'en acceptant ces erreurs-là et en faisant tout pour ne pas les reproduire, on est un peuple qui a évolué, qui a grandi. Mais le gouvernement japonais ne veut pas se concentrer sur les côtés négatifs de l'histoire du pays. Donc c'est encore un débat aujourd'hui de est-ce qu'on devrait apprendre ça aux enfants ou est-ce qu'on devrait l'occulter. S'ils l'apprennent, c'est par des conversations avec leurs parents
parce qu'ils ont ouvert le bon livre ou le bon article quoi. Mais sinon, on passe sous silence et on se concentre sur ce que le Japon a fait de bien. J'avoue que j'ai pas d'avis, parce que mon avis est biaisé. Moi j'ai appris dans les livres d'école ce qui s'était passé en Seconde Guerre mondiale. J'ai pas vécu ce moment de est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. J'ai ouvert un livre, j'ai appris tout ce que je devais apprendre sur cette guerre. Donc mon avis est biaisé parce que moi j'aurais tendance à dire oui, j'ai appris tout ce que la France avait fait de mal, tout ce qui est guerre, esclavage, etc. On en apprend aussi sur les autres pays, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mal. Et grâce à ça, on voit l'évolution qu'un pays a eue. Donc mon avis est biaisé parce que moi j'aurais tendance à dire oui, dites-le, n'ayez pas honte. C'est pas vous, gouvernement en place, qui avez fait ça, c'est vos prédécesseurs. Et vous avez réussi à ne pas suivre leurs pas et à installer peut-être un meilleur climat dans votre pays. Mais voilà, comme je dis, mon jugement est biaisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous le Japon devrait inclure cette partie un peu sombre de leur histoire dans les livres d'école ou le garder sous silence parce que